Bonjour, bienvenue dans Podcast Science numéro 59. Podcast Science, le balado qui fait aimer la science. Ce soir avec Mathieu. Salut Mathieu. Salut professeur Fun. Alors on a tout un programme ce soir. D'abord, tu vas nous présenter un dossier sur les planètes habitables. Ouais. On va revenir un peu sur les neutrinos parce que j'ai dit deux, trois bêtises quand même. Ne s'improvise pas spécialiste S-neutrino qui veut. On aura comme d'habitude quelques petites annonces à faire en fin d'émission, mais avant tout, on a la chance d'avoir avec nous Xilrian. Salut Xilrian, t'es là? Bonjour. Salut. C'est courageux d'essayer de prononcer ce pseudo en entier et correctement, bravo. Merci. En fait, j'ai découvert aujourd'hui que ça se prononçait comme ça. Je crois que la semaine dernière, quand j'ai parlé de ton podcast, je l'ai massacré. D'ailleurs, je pense que personne n'est aussi bien placé que toi pour parler de ton podcast. Donc, on te connaît pour tes interventions d'extraterrestres dans le podcast de Geek Basingcast. Puis là, tu tentes une aventure en solo avec un nouveau projet. C'est le podcast A-Life, Vie artificielle. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Comme son nom l'indique, ça va être très centré sur la vie artificielle, donc qui est un domaine de recherche scientifique pluridisciplinaire qui mélange de la biologie, qui mélange de la robotique, dans le but d'essayer de recréer la vie. Donc l'idée, c'est de parler de ces thèmes dans un format assez court. Ok, t'as déjà une idée? Tu vas aborder chacun de ces thèmes? T'as un peu un fil rouge? Tu sais dans quelle direction tu vas aller? Oui, alors ce que j'aimerais bien faire, c'est progresser du plus simple au plus complexe, c'est-à-dire partir sur, là je suis parti sur la définition de la vie, je vais bientôt faire un petit sujet rapide sur l'évolution façon Dawkins, et aller de plus en plus vers des sujets qui vont devenir de plus en plus vraiment de vie artificielle, parler de robotique, parler de Virtual Evolving Creature, parler d'écosystèmes virtuels, ce genre de choses, d'algorithmes génétiques. Alors j'espère ne pas être trop obscur avec ces différents thèmes. Justement, je me posais la question. J'ai écouté ton deuxième épisode aujourd'hui. C'est super, mais enfin, c'est quand même bien geek. Tu t'adresses à quel public? Alors, je sais pas exactement. J'avais surtout envie d'aborder ce genre de thématique dans le sens où là, je suis en train de faire un mémoire sur des thématiques encore plus précises qui tombent exactement sur le numéro 2, c'est-à-dire sur les automates cellulaires et liés à la notion de open-ending evolution, donc d'évolution ouverte, d'évolution qui ne s'arrête jamais. J'avais envie de faire ce podcast parce que les thèmes m'intéressent et que j'ai l'impression qu'il y avait pas grand-chose qui parlait de quelque chose d'aussi spécifique. Et idéalement, j'aimerais bien emmener mes auditeurs vers des sujets de plus en plus complexes, donc partir avec des gens qui n'ont pas forcément de connaissances sur le sujet, mais en espérant ne pas les perdre et les amener vers ce merveilleux domaine qui inclut plein de choses très fun. Ok, bon, ça c'est bien parti. T'es en tout cas déjà un fan. Moi, j'adore. Merci Écoute, beaucoup. ça a l'air vraiment excellent. Moi, je frémis déjà pour écouter tes podcasts. J'ai pas eu encore l'occasion, mais j'ai ajouté ton podcast à mes flux et franchement, super initiative, ça me branche à fond, moi. Merci beaucoup. Donc, t'as deux fans. C'est le début de la gloire. Ça commence toujours comme ça. J'espère, je croise les doigts. Et tu penses diffuser les épisodes à quelle fréquence? Alors, à la base, j'étais parti sur quelque chose qui se voulait hebdomadaire. Là, je sais pas si je vais tenir, donc au pire toutes les 2 semaines, au mieux toutes les semaines. D'accord. Excellent. Et puis, dernière question, où est-ce qu'on te trouve? Enfin, où est-ce qu'on trouve le podcast? Sur le web, sur iTunes? Alors, on le trouve, oui, sur iTunes. Alors, finalement, il s'est fait renommer par iTunes Vie artificielle tout court. Ils ont enlevé le A-Life. Bon, j'avoue que c'était un petit peu une astuce pour être en tête des classements alphabétiques, mais c'est peut-être pour ça. Sinon, on le trouve sur un site web qui est pas très, très joli pour le moment et qui s'appelle vie-artificielle.com. D'accord, c'est facile à retenir. Il y a un wiki aussi.
Il y a un wiki aussi que j'essaye de remplir progressivement pour l'épisode, mais normalement, je devrais le faire dans la journée de demain. D'accord, donc le l'idée, concept... c'est de remplir le wiki au fur et à mesure des épisodes, histoire que puissent facilement trouver des informations sur ce qu'ils auraient manqué directement, peut-être sans réécouter tous les podcasts. Donc, de faire un wiki généraliste sur la vie artificielle, enfin, si on peut être généraliste. C'est spécifique. Ouais, effectivement. Donc un wiki collaboratif. Un wiki potentiellement collaboratif, même si pour le moment, bien sûr, il n'y a que moi qui le remplis, mais c'est complètement ouvert. Si d'autres personnes veulent se joindre, s'il y a d'autres gens qui sont passionnés par le sujet et qui ont envie de participer, c'est bien sûr, je les accueille avec joie. Bon, bah, l'appel est lancé. En tout cas, super thématique. Moi, ça fait longtemps que je voulais aussi pour Podcast Science faire un sujet un peu, peut-être plus sur l'intelligence artificielle que la vie artificielle, mais bon, je me suis jamais lancé parce que c'est un sujet que je maîtrise pas tellement. Mais bon, en t'écoutant, bah, j'espère que ça va m'inspirer, puis je pourrais monter quelque chose aussi pour nous, pour Podcast Science. Faire aussi, je croise les doigts, j'attends ça avec impatience. Bah, je vais d'abord t'écouter un petit peu pour voir dans quelle direction ça va. D'ailleurs, ça fait longtemps qu'on nous a demandé un sujet sur le transhumanisme. Ni Mathieu ni moi n'avons eu le courage de nous lancer. Donc si jamais, quand tu te sens prêt, la porte est grande ouverte pour un crossover. Ben, je vais me préparer. J'ai justement une amie qui est assez calée là-dessus, donc j'espère qu'elle va me coacher pour être prêt dans quelques mois à faire un dossier sur le sujet avec vous. Bah, c'est parfait. Tu sais où nous trouver. Excellent. Bah, écoute, merci beaucoup d'être passé nous faire un petit coucou. Et puis, longue vie à ton podcast. Oui, bah, surtout merci à vous deux de m'avoir accueilli. C'est avec grande joie que j'ai parlé un petit peu de mon podcast. C'est avec plaisir. À tout bientôt, Xylrian. À tout bientôt. Merci du passage. À bientôt et puis bon épisode. Merci beaucoup. Merci. Ok Mathieu, donc maintenant on va passer sans transition à ton dossier. Donc tu vas nous parler des planètes habitables. Oui, alors en fait ça va être aussi un dossier en 2 volets, parce qu'aujourd'hui on va s'intéresser aux planètes habitables, donc quelles sont les conditions nécessaires pour qu'une planète soit habitable. Et la semaine prochaine on va un peu compléter ça, mais on va s'intéresser plutôt à quelles sont les conditions chimiques pour que la vie puisse apparaître. Donc à partir de l'eau et du carbone, comment ça se passe pour que la vie apparaisse. Mais aujourd'hui, on va plutôt s'intéresser aux planètes habitables. Alors, en astronomie, on définit la zone habitable comme une région de l'espace où les conditions sont favorables à l'apparition de la vie. Donc il ne s'agit pas d'une zone où l'on peut habiter, mais plutôt d'une zone propice à la vie. Et pour espérer trouver de la vie ailleurs que sur Terre, il faut qu'on ait de l'eau liquide et de la matière organique. La vie peut difficilement s'imaginer sans carbone et généralement du carbone en solution dans l'eau liquide. Alors ça, on en parlera un peu plus précisément la semaine prochaine. Mais néanmoins, pour les physiciens, la question du coup se pose pas en où peut-on trouver la vie, mais plutôt où peut-on trouver de l'eau liquide. Et dans le système solaire, on trouve de l'eau un peu partout. Donc la molécule H2O est présente un peu partout, sur Mars, sur des satellites, de planètes géantes, enfin on la trouve un peu partout. Mais la molécule d'eau, bien qu'elle soit très abondante dans l'univers, généralement on la trouve plutôt sous forme de glace et de vapeur d'eau, très rarement à l'état liquide. Donc à partir de là, le problème n'est donc plus de déterminer où il y a de l'eau, mais où se trouvent les conditions nécessaires de température et de pression pour avoir de l'eau liquide à la surface d'une planète avec une atmosphère. Pour déterminer cette zone habitable, alors on s'intéresse à la distance par rapport à l'étoile de la planète. Donc pour avoir de l'eau liquide à la surface d'une planète, il faut prendre en considération la distance de la planète à son étoile ou à son soleil. Si la planète est trop proche de son étoile ou du soleil, il va évidemment faire trop chaud, la température sera trop élevée, au-delà du point d'ébullition de l'eau, qui est 100 degrés à la pression sur Terre. Donc l'eau ne se présentera pas sous forme liquide, mais sous forme gazeuse, sous forme de vapeur d'eau. Et si on approche seulement de 5% la Terre du Soleil, les simulations informatiques montrent que l'augmentation du rayonnement solaire engendrerait une instabilité du climat.
Parce qu'il va se passer, c'est que les océans vont chauffer, donc plus de vapeur d'eau va s'évaporer, et la vapeur d'eau est un gaz à effet de serre, qui aura pour conséquence de réchauffer à son tour la surface de la planète, et ça va engendrer ainsi un emballement amenant à la mise en ébullition des océans. Mais il y a aussi un autre effet additionnel qui a lieu. Les molécules d'eau évaporées vont aussi monter jusqu'à la très haute atmosphère, actuellement très sèche et quasi sans vapeur d'eau. Juste une petite seconde. Ouais. Et les molécules de vapeur d'eau présentes dans la haute atmosphère vont alors en quelque sorte être attaquées par le rayonnement ultraviolet, qui va en quelque sorte casser ou photodissocier les molécules d'eau. Et des atomes d'hydrogène vont alors se libérer. Et on sait que l'hydrogène, c'est un gaz extrêmement léger, il a un proton et un électron, il va donc pouvoir être éjecté dans l'espace et s'échapper de la planète, de la Terre. Et l'effet climatique de condensation, donc de pluie, après l'évaporation, n'a donc plus lieu pour ces molécules dont l'hydrogène est expulsé. Et la conséquence de ce phénomène serait la disparition des océans en seulement quelques millions d'années, ce qui est très faible à l'échelle de la Terre, qui a 4,6 milliards d'années. Ok, et c'est ce qui se serait passé sur Mars, on a une idée? Enfin, je te pose la question comme ça. Écoute, sur Mars, elle est plutôt... Attends, j'ai un petit doute maintenant, mais elle est plutôt plus éloignée du Soleil que la Terre. Oui. D'accord, donc non, là, je parle quand la c'est pas planète ça est trop proche de son étoile. D'accord. Là, Mars, en l'occurrence, c'est l'effet inverse, c'est ce dont je vais parler maintenant. D'accord. Ce sera de la glace. Là, dans le cas du système solaire, c'est Vénus qui est un peu plus proche que la Terre du Soleil. Mhm. Donc cet effet-là, s'il y avait eu de l'eau sur Vénus, ça je suis pas sûr qu'il y en ait eu. Il y aurait eu ce phénomène d'ébullition de l'eau qui aurait eu lieu. D'accord. Donc inversement, si la planète, donc ça aurait pu être le cas de Mars, si la planète est trop éloignée de son étoile du Soleil, il va faire trop froid et l'eau sera présente sous forme de glace. Ok. Et si on éloigne la Terre du Soleil de seulement 10%, on se rend compte que le climat devient aussi instable. En effet, s'il fait plus froid, il y aura alors plus de neige et de glace. Or, la neige et la glace réfléchissent le rayonnement solaire beaucoup mieux que le sol nu. La chaleur réfléchie n'est alors plus absorbée par le sol et se perd. Mm-hmm. Et en plus, et plus il fait froid, plus il va y avoir de neige et moins la chaleur du rayonnement solaire sera retenue. Ce qui engendre un emballement qui amène sur ce coup-là au gel des océans. D'accord. Mais on va voir qu'il y a des petits effets particuliers qui peuvent aussi se passer. S'il fait vraiment trop froid sur Terre et que tout est gelé, il n'en reste pas moins présente une activité volcanique qui crache du gaz carbonique et la tectonique des plaques est aussi toujours active. Et le gaz carbonique ne va plus pouvoir être recyclé par les océans parce que les océans sont gelés. Donc ils vont pouvoir, ce gaz carbonique va plus pouvoir être recyclé pour former des carbonates. D'accord. Et ils vont alors s'accumuler dans l'atmosphère et créer un effet de serre qui va compenser leur refroidissement dû à l'éloignement du Soleil. Okay. Et l'effet de serre va réchauffer la planète et l'eau liquide pourra alors réapparaître qui va à son tour pouvoir reconsommer le gaz carbonique et engendrer une nouvelle stabilisation du climat. Mm-hmm. Et ce phénomène, on l'appelle le paradoxe du Soleil faible. Parce qu'il semblerait qu'il y a plusieurs milliards d'années, le Soleil brillait plus faiblement que maintenant, mais pourtant la Terre n'était pas couverte de glace mais bien d'eau liquide. D'accord. Donc ça pourrait être dû à ce phénomène. Ok, ouais, intéressant. Alors ça c'est un peu pour voilà ce qui se passe avec le climat en fonction de la distance de la planète à son étoile. On va un peu parler maintenant des exoplanètes. Les exoplanètes, ce sont des planètes extrasolaires orbitant autour d'une étoile autre que le Soleil. Mm-hmm. La toute première exoplanète, elle a été découverte en 1995 et actuellement on en aurait détecté près de 700 et on en découvre une centaine par an ces dernières années. Donc il y a beaucoup d'activités là autour. Certaines de ces exoplanètes peuvent être observées depuis des instruments au sol, comme des télescopes au sol, mais malheureusement l'atmosphère terrestre joue aussi le rôle de filtre à radiation. Mm-hmm. Et ça nous empêche de lire dans certaines longueurs d'onde. Donc pour déterminer la constitution de l'exoplanète, on les observe plutôt depuis des télescopes spatiaux mis en satellite, comme celui de la mission Kepler. Et ces observations depuis l'espace permettent d'analyser toutes les radiations lumineuses émises par l'exoplanète et nous informent sur sa nature et sa composition.
Alors, généralement, on distingue deux grandes familles de planètes ou d'exoplanètes. Il y a les planètes telluriques, qui, elles, sont constituées de roches et métal. Elles ont une densité élevée et généralement, elles sont de petites dimensions, D'accord, donc ça, c'est comme la Terre, par exemple. comme la Terre. Ouais. Mhm. Et on a des planètes gazeuses, qui, elles, sont constituées principalement d'hydrogène et d'hélium. Elles ont une plus faible densité et elles sont généralement de plus grande dimension. Ça, c'est Jupiter et Saturne, Oui. si on compare à ce qu'on connaît. Ouais. Mhm. D'accord. Alors, dans le cas des grosses étoiles, dans le cas des exoplanètes qui ont des grosses étoiles, on voit que la distance de l'exoplanète à son étoile devrait être évidemment plus grande pour retrouver une zone habitable. Ouais. D'accord. Mhm. Cependant, la zone habitable doit aussi durer dans le temps. La Terre, par exemple, la Terre s'est formée il y a 4,5 milliards d'années. On pense que la vie est apparue il y a 3,5 milliards d'années. Après, les organismes multicellulaires, eux, sont apparus plus tard, il y a 1,4 milliard d'années. Ensuite, les premiers animaux, il y a 500-600 millions d'années. Il faut donc du temps pour que la vie apparaisse dans une zone habitable. Or, les grosses étoiles, plus massives que le Soleil, évoluent plus vite et ont par conséquent une durée de vie plus courte. Elles consomment beaucoup de combustible, beaucoup d'hydrogène et d'hélium, et finalement, elles terminent par exploser et elles se transforment en supernova. Donc, la courte durée de vie des étoiles massives, des grosses étoiles, n'est donc pas propice à une zone habitable durable, parce qu'elles ont une durée vraiment courte. D'accord. Alors, on pense que 80% des étoiles au voisinage de notre galaxie sont des petites étoiles. Alors, plus petites que le Soleil. Alors, ces petites étoiles, elles ont l'avantage de peu évoluer, à l'inverse des grosses étoiles, et d'avoir une durée de vie bien plus longue. Et ça peut même être de l'ordre de la durée de vie de l'univers. Alors, autour des petites étoiles, la zone habitable doit être plus proche de celle-ci. Mais ça pose aussi quelques problèmes, parce que ces petites étoiles sont stables à long terme, donc elles consomment peu d'hydrogène et n'explosent pas en supernova, mais elles ne sont pas stables à court terme, parce qu'il y a beaucoup d'éruptions solaires, et on a des crachats, de rayonnement ultraviolet, il y a tout plein de phénomènes comme ça qui se passent. Et on voit qu'une trop grande proximité de la planète à son étoile peut aussi amener une instabilité peu propice à une zone habitable durable, due à ces éruptions solaires et au rayonnement. Okay. Donc si ces éruptions solaires ou ces rayonnements terminent au fond des océans, c'est pas grave car la sensibilité au rayonnement est moindre. Mais sur les continents, ça peut être problématique pour l'apparition de la vie. Et il y a encore un autre problème qui est lui lié au fait qu'il y a aussi de fortes chances que l'exoplanète ne montre qu'une face à son étoile, un peu comme la Lune. Les océans pourraient alors s'accumuler côté nuit, donc côté face cachée, et former une grande calotte glaciaire, alors que le côté jour, la face visible, soit totalement aride. Ouais, d'accord. Et une situation comme ça, évidemment, c'est pas du tout propice à un climat stable. Le gaz carbonique de l'atmosphère pourrait ainsi geler et se transformer en glace carbonique, et ça pourrait entraîner l'effondrement de l'atmosphère. Donc c'est non plus pas un... Ouais, c'est pas spécialement hospitalier, quoi. Donc on voit que les planètes qui tournent autour d'étoiles trop grosses, ça peut générer des instabilités. Si elles sont autour des étoiles petites et si elles sont proches de ces étoiles, le rayonnement et les éruptions solaires, ça peut aussi causer des problèmes. Ouais. Et puis, il ne faut pas qu'il y ait une phase fixe. Faut qu'il y ait un phénomène comme la Terre avec une inclinaison de son axe. Ouais. On en reparlera un peu plus tard. Ouais, alors à propos d'exoplanètes, on a beaucoup parlé d'une exoplanète qui s'appelle Gliese 581c. C'est une planète assez semblable à la Terre et qui pourrait peut-être être habitable. Alors, il s'agit de l'une des 6 exoplanètes détectées en orbite autour d'une étoile qui s'appelle justement Gliese 581. Donc, on a nommé ces 6 exoplanètes Gliese 581A, B, C, D, E, etc. Ouais, c'est poétique. Hein. Alors, je crois qu'elles ont toutes des propriétés très intéressantes. Mais en l'occurrence, la Gliese 581c, c'est une sorte de super-Terre d'environ 5 fois la masse terrestre, ce qui pourrait correspondre à une planète 1,5 fois plus grosse que la Terre, et elle est assez proche de son étoile.
on a évalué la température à la surface de Gliese 580, c'est de l'ordre de 40 degrés Celsius, ce qui pourrait laisser place à la présence d'eau liquide et d'océan. Mais l'océan à 40 degrés Celsius est tout de même chaud et s'évapore beaucoup plus. Et donc plus de vapeur d'eau dans l'atmosphère, à nouveau ça génère un effet de serre accru. Donc voilà, on n'est pas encore très sûr que si un océan 40 degrés peut vraiment mener à l'apparition de la vie, ou si au contraire ça engendre plus un effet de serre qu'autre chose. Ouais, et puis on parle d'une température moyenne de 40 degrés, c'est ça? Ouais. Ouais, d'accord. Parce que sur Terre, je me rappelle plus quelle est la température moyenne. C'est quelque chose. Je crois que j'en parle après, c'est de 14 degrés, je crois. D'accord, ok, ouais, il me semblait bien que c'était un peu dans ces eaux-là. Pourtant, c'est 14 degrés, c'est assez peu représentatif. Encore que, je pense qu'en Suisse, ces jours, effectivement, la température doit bien correspondre à la moyenne. Mais ouais, la différence entre le jour et la nuit, entre le nord et le sud, entre l'été et l'hiver, fait que t'es jamais vraiment proche de cette température-là. Ouais. Bon, ok. Donc voilà, pour ces exoplanètes Gliese, elles ont des propriétés intéressantes, mais bon, on faut pas non plus crier victoire et annoncer d'avis sur ces exoplanètes. Ouais. Moi, je m'étais un peu ramassé d'ailleurs l'année dernière dans les tout premiers épisodes de Podcast Science en parlant de Gliese 580G. Je sais pas si tu te rappelles. On lui avait trouvé toutes sortes de propriétés qui la rendaient tout à fait habitable. Et puis en fait, son découvreur s'était un peu avancé, quoi. Il n'avait pas les preuves, il n'arrivait pas à étayer ce qu'il avait soutenu. Et puis voilà, c'était de nouveau une de ses fausses annonces. Mais ouais, Gliese 580C, je crois qu'on l'avait déjà découverte avant. Ce que je comprends. Excuse-moi, j'ai une petite coupure. Tu as dit qu'on l'avait déjà découvert avant. Ouais, et puis qu'on la connaît beaucoup mieux en fait que cette annonce fracassante qui avait été faite l'année dernière. Genre, on parle de choses plus connues, quoi. Ah, je me tais, je te laisse continuer. Alors, on va s'intéresser un petit peu au système solaire, au système stellaire. Alors, notre système solaire, nous, lui, s'est formé il y a 4,6 milliards d'années d'un nuage de gaz et de poussière ayant subi l'onde de choc de l'explosion d'une supernova qui était proche. Et cette onde de choc, elle a provoqué l'agglomération des particules de poussière du nuage en des grains solides qui, à leur tour, s'assemblèrent en des agrégats de plus en plus gros, engendrant au final tous les objets du système solaire qu'on connaît, comme les planètes, les comètes, les astéroïdes et les différentes lunes des planètes. Mais on sait que notre système solaire est aussi atypique. Ah. Ouais. Alors, il existerait beaucoup de systèmes solaires basés sur des étoiles naines, donc bien plus petites que notre Soleil. Et c'est aussi très difficile de détecter des exoplanètes jumelles de la Terre. C'est-à-dire, quand on parle d'exoplanètes jumelles, ce sont des exoplanètes qui possèdent une étoile similaire à notre Soleil. Par contre, il est beaucoup plus facile de détecter des exoplanètes qu'on appelle cousines, qui, elles, sont celles qui tournent autour d'une étoile naine. Et on voit aussi souvent que dans les autres systèmes stellaires, autres que le système solaire qu'on connaît, que des planètes géantes qui sont formées relativement loin de leur étoile ont pu migrer et s'approcher de leur Soleil. Et ce phénomène de migration peut amener la planète hors de la zone habitable, mais lorsqu'une planète géante migre comme ça, elle laisse dans son sillage des traces. Elle peut alors provoquer l'apparition d'autres petites planètes dont certaines pourraient être plus aptes à l'habitabilité. D'accord. Et on a aussi découvert que des planètes géantes, donc des boules de gaz, peuvent aussi se trouver dans la zone habitable. Et autour de ces planètes géantes, il y a des satellites qui pourraient, eux, être candidats pour héberger des océans. Alors, on voit que tout ça, c'est pas simple. On va peut-être s'arrêter sur un ou deux cas de figure un peu plus concrets. On va parler d'abord de la vie sur Mars. Alors, dans le cadre de la mission Rover qui avait été lancée en 2003, on avait envoyé sur Mars 2 robots autonomes qu'on avait appelés Spirit et Opportunity. Et on les a envoyés afin d'explorer, alors il faut bien s'attarder sur les mots, afin d'explorer la géologie de la planète et non la chimie de la planète, ce qui est différent.
D'accord. Enfin, géologie, quand on parle de Mars, c'est déjà un peu faux, non? Je crois que la racine géo veut dire terre. Bon, d'accord. Mais bon, Alors, d'accord. la marsologie, je sais pas La comment tu peux l'appeler. marsologie. Non, mais on se comprend. Ouais. Parce que ces robots, ils avaient pour objectif d'analyser les sols afin de détecter des roches sédimentaires, comme des argiles, qui témoigneraient de la présence d'eau. D'accord. Alors, dans les conditions régnant actuellement sur Mars, la présence d'eau liquide à la surface de la planète est impossible, en raison de la faible température. Alors, sur Mars, on a en moyenne moins 50 degrés Celsius, et contre, effectivement, 14 degrés Celsius pour la Terre. D'accord. Et on a une pression atmosphérique sur Mars de 6 hectopascales contre 1013 hectopascales sur Terre. Alors, l'eau est présente uniquement sous forme de glace dans le sous-sol et près des pôles. Et alors, on en a un tout petit peu sous forme gazeuse de vapeur d'eau, mais très, très faiblement présente dans l'atmosphère martienne, de l'ordre de 0,03%. Donc c'est vraiment faible. Pour plus de 95% de gaz carbonique. Et on a aussi quelques traces d'azote et d'argon. Plusieurs indices semblent montrer que l'eau a occupé dans le passé de manière permanente le sol martien. Et des formes géologiques datant de plus de 3,8 milliards d'années en témoignent. Cependant, il n'y a pas de consensus encore sur quelle quantité d'eau était présente à la surface et durant combien de temps. Et en avril 2009, le rover Spirit, donc un de ces deux robots autonomes qu'on a envoyés sur la planète, s'est immobilisé définitivement. Ses roues sont enfoncées dans une petite dune de sable et le rover n'est pas parvenu à se dégager. Et après des tentatives infructueuses de la NASA pour le dégager de la dune, finalement, début 2010, on a renoncé définitivement à libérer Spirit. Et ce rover qui a parcouru depuis son atterrissage exactement 7730,5 mètres, donc un peu plus de 7 km, agit, alors maintenant il est bloqué, il agit désormais en tant que station de mesure fixe. Et en ce qui concerne l'autre appareil, le rover Opportunity, alors lui, son équipement scientifique a dépassé de 6 ans la durée de fonctionnement pour laquelle il avait été construit. Il est aujourd'hui en partie hors service et le spectromètre infrarouge qui l'équipait ne fonctionne plus depuis une tempête qui l'a frappé en 2007. Et la capacité d'élection d'un autre spectromètre aussi présent, qui s'appelle Mossbauer, est devenue très faible et le rend quasiment inutilisable aussi. Alors, suite à cette première exploration géologique de la planète Mars, la prochaine étape, ce sera de lancer une exploration chimique, qui, elle, aura pour objectif de prélever des échantillons du sol martien et d'en séparer la composante minérale des molécules organiques. Et une analyse des molécules organiques, on espère que ça nous donnera probablement des informations sur la possibilité de synthétisation naturelle de ces molécules organiques qu'on aura trouvées sur Mars et donc la possibilité d'engendrer éventuellement de la vie. Mais pour l'instant, on n'a pas encore vraiment d'informations là-dessus. On a plutôt des données géologiques plus que chimiques. D'accord. Puis il y a déjà une mission de prévue, tu sais? On sait juste que ce sera la prochaine, quoi. Tu me poses une colle, mais on sait que ce sera la prochaine. Mais vu les coupes qu'il y a dans le budget américain spatial, je sais pas. Je sais pas si c'est les Américains qui vont lancer. Écoute, je sais pas. D'accord. Alors ça, c'est pour la vie sur Mars. Il y a aussi deux, trois autres satellites de planètes de notre système solaire qui sont intéressants. Il y a le satellite Europe, Titan et Encelade. D'accord. Alors on va commencer par Europe. Europe, lui, c'est un satellite, donc c'est une lune de Jupiter. Mm-hmm. Alors on sait qu'il y a de l'eau sous forme de glace, et en dessous de cette glace, probablement un océan d'eau liquide, avec des éventuelles réactions de synthèse chimique très intéressantes. Mais bon, pour en être sûr, il faudrait pouvoir y envoyer une mission aussi, qui aurait pour objectif premier de perforer les 10 km de glace et atteindre l'eau liquide et pouvoir ainsi effectuer des analyses. Donc pas facile comme projet. Hein. Effectivement. En ce qui concerne Titan, alors Titan, lui, c'est une lune de Saturne qui possède une atmosphère principalement composée de méthane et d'azote, qui est une vraie usine à réaction chimique prébiotique, et qui potentiellement permettrait de former les composants chimiques indispensables à la vie, comme des sucres, des acides aminés ou des bases azotées. Cependant, Titan ne posséderait pas d'eau liquide. Alors, il y fait beaucoup trop froid. Par contre, il possède un lac et des rivières de méthane liquide.
Ah, c'est moins sympa pour la baignade et les pique-niques le week-end. Oui, mais bon, malgré l'absence d'eau liquide, en tout cas en surface, Titan reste tout de même un bon laboratoire pour analyser l'évolution chimique naturelle sans eau liquide. Ok. Et sur Encelade, qui est un autre satellite de Saturne comme Titan, là on a découvert récemment qu'il neige. Donc il y a un geyser situé sur son pôle sud qui éjecte beaucoup d'eau, et une partie de cette eau retombe à la surface sous forme de neige. Donc c'est vraiment de la neige comme sur Terre, c'est de l'eau en flocons glacés. Ouais. Génial. Mhm. Ah, je savais pas du tout. Ça doit être joli. Ouais, ça doit être joli. Je sais pas quelle image on a exactement, mais Je vais aller voir. Neige sur Encelade. bon, c'est peut-être localisé au pôle sud. Je suis pas sûr qu'il s'y neige sur toute la planète, parce que vu que le geyser est situé au pôle sud, c'est peut-être aussi une neige locale, hein. Ok, ouais, mais ouais, je suis là, je suis là. Alors voilà pour les possibilités de vie sur Europe, Titan et Encelade. Bon, pour l'instant, on n'a rien, mais il y a quand même des environnements chimiques qui peuvent être propices. Alors, peut-être 2 mots sur la détection et la caractérisation des exoplanètes. Actuellement, les chercheurs auraient détecté plus de 700 exoplanètes. Mais bon, la détection ne suffit pas. Il faut aussi aller un peu plus loin et pouvoir caractériser et identifier les propriétés de ces exoplanètes. Mhm. Alors, bon, quand on parle de propriété, on parle de son orbite, de son cycle et de la distance à son étoile. Généralement, ça, on arrive à l'obtenir quand on détecte les exoplanètes. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est son transit. Le transit, c'est l'éclipse ou l'ombre de passage périodique devant ou derrière son étoile. D'accord. Donc, on peut mesurer le transit en détectant des baisses de luminosité dans la courbe de lumière de l'étoile due au passage de la planète. Ok. Donc c'est ça qui nous indique en fait la présence d'une exoplanète. C'est ce transit, c'est cette ombre qu'on voit devant une étoile. Ouais, c'est un peu comme ça que Galilée avait découvert les lunes c'était quoi, Saturne, je crois, hein. Ah, je ne sais Euh, pas. ouais, tout à coup, il voyait un peu d'ombre. Enfin non, c'est pas exactement la même chose, mais ouais, c'était plus par déduction en fait qu'il arrivait à la conclusion que ça devait être des satellites qui gravitaient autour de la planète. Et de ce que je comprends en fait, quand on détecte une exoplanète, c'est un peu ça. On voit pas directement l'exoplanète, mais du fait qu'elle projette une ombre sur son étoile, La on sait qu'il y a quelque chose luminosité, qui passe. ouais, la luminosité de l'étoile change un petit peu et Ouais, ouais, voilà, on déduit que quelque chose a passé devant et que c'est probablement une exoplanète. d'accord. Alors, bon voilà, pour caractériser les exoplanètes, il faut aussi s'intéresser à son diamètre, à sa masse et à sa densité, pour essayer de Mhm. déterminer si c'est une exoplanète tellurique ou gazeuse. On va aussi essayer de pouvoir s'intéresser à sa constitution, si elle est faite de roches, de glace ou d'océan, et aussi surtout la composition de son atmosphère. Voir si on peut trouver de l'oxygène, de l'ozone, s'il y a du méthane. Parce que, mine de rien, le méthane, en tout cas présent dans l'atmosphère d'une planète, peut être un bon indicateur ou signature de la présence de vie. Parce que Ouais, les bactéries, elles émettent du méthane. Alors bon, sur Terre, les ruminants aussi. Et puis, on a aussi de l'activité volcanique qui émet du méthane. Donc, c'est pas non plus une preuve complète qui est de la vie. d'accord. Mais ça peut être une indication. Mhm. Alors, ben, j'arrive gentiment à la conclusion de ce dossier. Et pour le clore, ben voilà, on peut avoir 2 approches à la possibilité de vie extraterrestre. On peut avoir l'approche optimiste et l'approche pessimiste. Alors, j'ai essayé de présenter les 2 approches, chacun choisira la sienne. L'approche optimiste, c'est de dire, bon, on pense que dans l'univers, il y a plus de 1000 milliards d'étoiles. Donc, si une étoile sur 2 a des planètes, ça nous amène à un nombre invraisemblable de planètes. Ouais, Par conséquent, très nombreuses sont celles qui peuvent potentiellement se situer dans la zone habitable, et tout indique aussi qu'il peut exister beaucoup d'exoplanètes telluriques de type et taille de la Terre, et à bonne distance de leur étoile. Donc ça, c'est une approche optimiste de voir les choses. mhm. L'approche pessimiste, elle dirait que la Terre s'est créée tout de même grâce à des circonstances extrêmement favorables. D'ailleurs, quand on regarde toutes les conditions qui ont dû être réunies pour voir apparaître de l'eau sur la Terre, on voit qu'on a eu pas mal de chance. Parce que la Terre, bon, d'une part, elle a une taille suffisante pour pouvoir retenir son atmosphère
et elle peut ainsi exercer une pression à sa surface nécessaire à la présence d'eau liquide. Mais on a aussi le recyclage de l'atmosphère par la tectonique des plaques qui maintient l'effet de serre au bon niveau. Ouais. On a une protection de l'atmosphère par le champ magnétique terrestre qui joue le rôle de bouclier contre des rayons cosmiques qui pourraient être mortels pour la vie. On a l'obliquité de la planète qui a aussi un rôle important à jouer pour l'habitabilité. La Terre, comme Mars d'ailleurs, est inclinée sur un axe d'environ 20 degrés, qui est stable et constant grâce à la présence de la masse de la Lune. Alors que l'axe de Mars, lui, varie de façon chaotique. D'accord. Et cette obliquité constante de la Terre, qui est due à la Lune, permet de stabiliser le climat et l'alternance des saisons. Et on voit que beaucoup d'exoplanètes ont une obliquité nulle. Elles n'ont alors plus de saison et des pôles extrêmement froids, ce qui peut amener la perte de l'atmosphère et de l'eau à ces pôles. Donc c'est pas l'idéal, ça. Donc avoir un axe, c'est vraiment très propice. Et on voit aussi qu'on a des cycles jour-nuit de 24 heures relativement courts qui permettent de ne pas trop réchauffer la surface de la Terre. Parce que par exemple, il faut savoir que la Lune a des journées et nuits de 2 semaines, c'est-à-dire de 14 jours. Ouais. Et elle a une température de plus de 100 degrés, ce qui pour la Lune est à la mi-journée, c'est-à-dire à 7 jours. Ce qui est bien plus élevé que celle de la Terre et bien plus compliqué pour l'apparition de la vie. Alors voilà. Ok, c'est fascinant tout ça, c'est épatant. Bon, toi, t'es plutôt pessimiste ou optimiste? Écoute, pessimisme avec un grain d'optimisme. Ah, ouais, t'es un vrai Suisse. Non, mais je suis conscient que l'approche pessimiste est tout de même assez réaliste dans le sens, ce que j'ai dit, qu'on a eu pas mal de chance grâce à la tectonique des plaques, le champ magnétique, l'obliquité de la planète, ce cycle jour-nuit de 24 heures. On a pas mal de chance, mais cette chance pourrait se reproduire aussi autre part. L'univers est tellement grand avec tellement de planètes. Ouais, mais c'est ça, quand on parle de milliers de milliards d'étoiles et de milliers de milliards de galaxies, franchement, les probabilités que ces conditions-là aient pu se reproduire ailleurs, même si elles sont rares, sont loin d'être nulles, j'imagine. Ouais. Bah, disons, on a une probabilité relativement élevée de trouver des planètes telluriques à bonne distance de leur étoile. Ça, c'est ce que dit l'approche optimiste. Mais une planète tellurique qui a une taille suffisante, qui a une tectonique des plaques, qui est un champ magnétique, qui a une obliquité constante, qui ait des cycles jour-nuit pas trop longs, voilà, c'est déjà plus compliqué. Ouais, bien sûr, mais quand on parle de milliers de milliards de candidats potentiels, quand même, c'est pas exclu qu'il y en a une ou deux, quoi. Ouais. Ok. Dis, je voulais te demander, tu sais comment on appelle la zone habitable en anglais? Je trouve ça très joli, très poétique. Non. Non, c'est la Goldilocks Zone. On dit Goldilocks, en fait, c'est ce personnage de conte pour enfants, c'est Boucle d'Or. Tu sais, qui se balade dans les bois, qui atterrit dans la maison des 3 ours. Et puis tout existe à triple. Il y a 3 lits. Il y a le grand lit du papa, le lit moyen de la maman, le petit lit du petit. Il y a 3 bols de soupe. Il y en a un qui est trop chaud, un qui est moyen, un qui est trop froid. Enfin bref. Et puis pour chacune de ces choses qu'elle utilise dans la maison, Boucle d'Or doit trouver celui qui est pas trop extrême, quoi, ni trop chaud, ni trop froid, qui est à la bonne température, ni trop grand, ni trop petit, etc. Puis du coup, par extension en anglais, on appelle ça la Goldilocks Zone, c'est-à-dire qu'elle est ni trop éloignée, ni trop proche de son soleil. Il fait ni trop chaud ni trop froid, etc. Je trouve ça plutôt joli. C'est dommage que ça n'existe pas en français. Mais je connaissais même pas du tout ce conte de Boucle d'Or. Ah ouais, bon, il faudra revoir tes classiques. Ouais. Mais ouais, belle image, ouais. Mais c'est vrai que l'anglais se prête toujours plus facilement que le français, je trouve, pour les images. C'est beaucoup plus imagé l'anglais que le français. Mais bon, c'est un autre sujet. Mais... Absolument, mais il y a comme un sens de la formule efficace comme ça qu'on n'a pas forcément en français, c'est vrai. Bon, écoute Mathieu, c'était top. Moi, je me réjouis d'entendre la suite la semaine prochaine. Ouais, donc la semaine prochaine, on essaiera d'expliquer un peu mieux le carbone, comment ça se passe avec le carbone pour que des composants chimiques fondamentaux à la vie puissent se créer. Avec le carbone, l'eau et tout ça, comment ça se passe. Et puis, si tout se passe bien, on aura notre ufologue sceptique préféré avec nous. Qui viendra nous parler de potentielles réactions. Si jamais on devait entrer en contact avec des extraterrestres, qu'est-ce qui se passerait? Alors bon, on va peut-être préciser d'emblée que
et le dossier de cette semaine et le dossier de la semaine prochaine sur le site web, sur Facebook, sur Twitter, etc., est fermé aux commentaires de trolls. On ne va pas s'embarquer dans des discussions stériles, dans des bras de fer qui donnent rien. On est toujours ouvert à la discussion, mais pas à la confrontation bête comme ça de croyances, comme ça peut arriver parfois. Et ça nous bouffe un temps fou et on n'a pas envie, quoi. Ouais, Donc voilà, au les moins commentaires sur les petites soucoupes volantes, voilà, on n'y répondra pas et exactement. Ouais, et puis on se permettra peut-être de les virer même. voilà. Pour une fois, le cadre est extrêmement clair, on va pas s'embêter avec ça. D'accord. Ok. Alors pour la suite de l'émission, donc on a dit qu'on reviendrait un peu sur le dossier de la semaine dernière, sur les neutrinos. Tu vois, Mathieu, c'est là que je me rends compte à quel point tu vas nous manquer quand même. C'est ces dossiers impossibles. Moi, j'essaye de me lancer, puis boum, je dis des bêtises. Et puis Donc, j'en ai dit. Ouais, exactement, j'en ai dit au moins 3. Donc d'abord, c'est un commentaire de George X. McKee qui nous dit que pour la supernova de 1987, c'est plutôt avec 4 ans d'avance que les photons seraient arrivés. Moi, j'ai dit 4 heures à la place de 3 heures, donc ça aurait été 4 ans à la place de 3 heures. Bon, c'est corrigé dans le dossier, mais voilà, il fallait corriger à l'oral. Merci à George X. McKee de sa vigilance. C'est bête en plus, hein, parce que j'avais l'information, voilà, je me suis planté en. Oui, mais peu importe, traduisant. Ça change pas ton explication. Ouais, non, c'est vrai, mais enfin quand même. Voilà, maintenant au moins la vérité est rétablie, c'est beaucoup plus clair. Ensuite, on a Xavier Agnès qui est intervenu pour rappeler que l'intrication ne viole pas la relativité. Alors là aussi, ça c'est ma deuxième bêtise, j'ai parlé de communication entre les particules solidaires qui interagissent par intrication. C'était évidemment pas du tout le mot à utiliser parce que communication suppose la notion de localité. Peut-être juste un tout petit mot sur la localité. T'es sûr que tu veux te lancer sur la localité Attends, j'ai juste un exemple. En fait, pour que j'ai de l'influence sur mon environnement, il faut qu'il y ait un contact physique. Voilà, ça c'est la notion de localité. C'est-à-dire que si je veux qu'un caillou tombe, il faut que je le pousse. Tu vois. Si on veut se parler à travers l'Europe par Skype, eh ben, il faut convertir notre voix en signal électrique qui est véhiculé avec quelques trous, mais enfin tant bien que mal par des électrons. Il y a toujours un contact d'une manière ou d'une autre physique pour qu'il puisse y avoir interaction. C'est ça la notion de localité. Ben, avec l'intrication, il y a plus de notion de localité, donc il n'y a pas de communication au sens où on l'entend traditionnellement. Cela dit, ça soulève un autre problème, c'est que la notion de non-localité est pas vraiment compatible avec la relativité restreinte non plus. Donc en fait, on repousse un peu le problème. On a toujours un problème de compatibilité à un certain niveau. Donc ça, c'était pour le deuxième commentaire. Ensuite, on a un commentaire de Raoul qui nous dit la même chose. C'est la corrélation qui est instantanée, pas la communication. Donc la causalité est sauve. J'aurais décidément jamais dû parler de communication. Donc ça aussi, évidemment, c'est corrigé dans le dossier. Mais ça je trouve quand même chouette. Hein. On est un podcast peer-reviewed. Enfin non, pas forcément peer-reviewed. La revue par les pairs, ça suppose que les pairs seraient tout aussi amateurs. Là, on a parfois des gens qui sont nettement moins amateurs que nous qui réagissent. Et puis du coup, on arrive à rétablir la vérité quand on dit des bêtises. C'est quand même plutôt cool. Et puis, on a encore un autre commentaire d'Ethaniel concernant le paradoxe des jumeaux. Je te le laisse peut-être celui-là. Ouais, d'accord. Juste, j'étais en train de réfléchir au commentaire de Raoul, parce qu'il dit, donc à juste titre, mais j'aimerais juste un peu te préciser pour qu'on comprenne bien tous, l'intrication ne permet pas le transfert d'informations. Et il en conclut donc, la causalité est sauf. Alors c'est ça que j'aime bien, parce que si l'intrication permettait le transfert d'informations, ça voudrait dire qu'une particule... Alors attends, non, là je suis en train de m'embarquer dans une histoire. Non, ça veut dire qu'un effet pourrait se produire avant la cause finalement. Ou je me trompe. Comment ? Ouais, non, je suis pas sûr puisque ça a lieu simultanément. Enfin bon, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Exactement. Oui, alors on avait fait aussi une petite remarque sur le paradoxe des jumeaux.
dont tu avais parlé. Ou alors là, le paradoxe des jumeaux. Moi, je savais pas non plus, mais on a alors une explication merveilleuse je sais pas si ça démystifie, mais qui remet en place une mauvaise interprétation que beaucoup de gens ont de ce paradoxe des jumeaux. À commencer par moi, effectivement, je me suis planté. Alors, c'est Ethaniel qui nous envoie ça, et il nous dit l'exemple le plus frappant est le fameux paradoxe des jumeaux. Donc, on prend deux jumeaux, on en envoie un faire un petit tour dans la galaxie en fusée à une vitesse proche de la vitesse de la lumière, tandis que l'autre reste sur Terre. Et bien, au bout de quelques dizaines d'années, quand la fusée revient, l'individu qui a voyagé n'a pris que quelques rides, tandis que son jumeau resté sur Terre est déjà un vieillard grabataire. Ça, c'est ce que tu avais dit Exactement, ouais. dans ton dossier la semaine passée. Ouais, alors là, il me tape sur les doigts. Daniel dit non, cette différence d'âge n'est pas un paradoxe. Aucune loi logique n'est violée. C'est certes un résultat surprenant, mais tout ce qu'il y a de plus normal dans le cadre de la relativité restreinte. Bien, reprenons. Alors, chers auditeurs, soyez bien attentifs, parce qu'il essaie de nous expliquer ça. Une fois qu'on a compris, c'est clair, mais faut quand même s'accrocher un peu. Alors, il reprend comme ça. Il dit Thomas, alors il invente des prénoms. Hein. Thomas, le jumeau resté sur Terre, voit son frère François voyager à bord de sa fusée à une vitesse proche de celle de la lumière. Et si Thomas voit François se déplacer presque à la vitesse de la lumière, alors, grâce à la relativité restreinte, Thomas voit François vieillir très lentement. Très très lentement. D'où, du point de vue de Thomas, l'âge encore jeune de François dans sa fusée quand il retrouve sur Terre Thomas qui, lui, a bien vieilli. D'accord ? Ça, c'est plus ou moins ce que tu avais dit. Ouais. Sauf que là, il n'y a pas de paradoxe. Alors là, on est du point de vue de Thomas, qui voit François partir dans une fusée. Mais on a le point de vue opposé. On a le point de vue de... on a eu le point de vue de Thomas sur Terre, c'est ce que je viens de dire, mais on prend maintenant le point de vue opposé de François dans sa fusée. Alors ce que voit François, lui, c'est son frère Thomas, ainsi que la Terre et le reste de l'humanité, se déplacer par rapport à lui à une vitesse proche de celle de la lumière. Ouais. Donc si la fusée se déplace par rapport à la Terre, alors la Terre se déplace par rapport à la fusée, à la même vitesse mais dans le sens opposé. Ouais. Donc si François voit Thomas se déplacer presque à la vitesse de la lumière, alors grâce à la relativité restreinte, François voit Thomas vieillir très lentement, très très lentement. D'où, du point de vue de François, l'âge encore jeune de Thomas sur Terre, quand il assiste à l'atterrissage de la fusée de François qui lui a bien vieilli. Ainsi, du point de vue de Thomas, François n'a presque pas vieilli et se retrouve bien plus jeune que lui, tandis que du point de vue de François, c'est Thomas qui n'a pas vieilli et qui se retrouve bien plus jeune que lui. Et là, on a paradoxe. Donc chaque frère voit l'autre bien plus jeune que lui-même, or chacun ne peut pas être à la fois bien plus jeune et bien plus vieux que l'autre. C'est là qu'est le paradoxe logique. Ouais. Et donc, on a une solution à ce paradoxe que Ethaniel nous explique. Pour ce qui est de la résolution de ce paradoxe, il faut se souvenir que la fusée quitte la Terre, puis revient, donc elle a obligatoirement fait demi-tour à un moment donné. D'accord ? Pour que Thomas et François puissent comparer leur âge, il faut qu'il y ait un retour sur Terre. Et durant ce demi-tour, François subit une accélération qui va lui faire sentir physiquement que sa vitesse est en train de changer. Mais surtout, qui va invalider, pendant la durée de l'accélération, le point de vue décrit plus haut. Puisqu'au lieu de voir Thomas vieillir lentement, il va, durant cette période, le voir vieillir vraiment très rapidement, prenant bien plus d'années que tout ce qu'il peut économiser durant les phases de voyage à vitesse constante. Et à cause de cette accélération subie par François, accélération inévitable pour que la fusée rentre sur Terre, ce dernier ne verra finalement pas Thomas bien plus jeune que lui, mais bien plus vieux. Ce qui résout le paradoxe puisque les deux frères constatent finalement la même chose. Un Thomas bien vieux et un François encore jeune. Alors moi, il faut que je médite un peu là-dessus. il faut que j'y réfléchisse. Il introduit une notion d'accélération. C'est ça, exactement. Ouais, mais je vois pas en quoi l'accélération... Enfin, ouais, je vais me renseigner. Je trouve super intéressant, mais c'est vrai que comme ça, quand t'es pas familier avec la notion, comme
comme porte d'entrée, c'est un peu hard, hein. C'est un peu hard, ouais. Ouais. Mais voilà, faut penser que, en tout cas, chacun voit l'autre pas vieillir aussi vite que prévu, Mhm. parce que bah voilà, c'est relatif. Chacun voit l'autre se déplacer. Celui qui est dans la fusée, il a l'impression que c'est celui qui est resté sur Terre qui se déplace, en fait. Ouais. Ok, puis il ajoute une petite chose. On notera toutefois que l'expérience Minos fut la première en 2007 à trouver un résultat similaire. Donc il revient sur les neutrinos. Est-ce que tu veux Exactement, ouais. me donner cette information toi ou je la donne moi? Bon, ouais, pourquoi pas. Alors, allons-y. Donc, en fait, il a cité le passage de mon dossier. Donc, je disais, on notera toutefois que l'expérience Minos fut la première en 2007 à trouver un résultat similaire. Les neutrinos sont arrivés plus vite que prévu, mais personne ne s'est acharné à vérifier tous les paramètres comme au CERN. On a conclu à l'époque à une erreur de mesure et on a classé l'affaire. Donc, effectivement, ton un poil subjectif, hein, dans ma déclaration. Donc là, il fait un commentaire. Je te laisse l'honneur. Je me suis un peu perdu là, je te laisse continuer. D'accord. Donc, Nathaniel nous dit, il est important de noter que si, pour Minos, personne ne s'est acharné à vérifier tous les paramètres, ce n'est pas parce qu'ils sont plus paresseux, plus bêtes ou plus je ne sais quoi que ceux d'Opéra, c'est uniquement parce que l'incertitude, l'écart type, c'est quoi ce symbole? C'est un oméga? Enfin, Sigma, non, peut-être? ah, c'est un sigma, ouais, t'as Ouais. raison. L'écart type sigma était du même ordre que l'excès mesuré, lequel pouvait donc être une très banale fluctuation statistique comme on en mesure tous les jours en physique. Alors que pour Opéra, l'incertitude de 7,4 nanosecondes est 8 fois plus petite que l'excès mesuré qui était de 60 nanosecondes, ce qui élimine presque à coup sûr la fluctuation statistique. Mais pas l'erreur systématique, bien évidemment. Mhm. Voilà. Et puis il nous dit, à ces deux détails près, très bon dossier résumant bien l'affaire à son stade actuel, merci. Ethaniel, merci à toi. C'est top, là on a appris plein de choses. Ouais, un grand merci pour ces explications. Ouais, Et maintenant, le paradoxe du jumeau, j'espère que plus personne va se tromper. ouais, à commencer par moi. En fait, moi je voulais juste illustrer l'exemple d'un des jumeaux qui vieillit plus vite parce qu'il parce qu'il se déplace. Mais c'est vrai que c'est pas ça le paradoxe, hein. Mhm. Donc voilà, je ferai plus, c'est promis. Et puis, pendant qu'on parlait, il y a un nouveau commentaire qui est arrivé de Guillaume Bonneau, qui nous dit au sujet de la supernova, j'ai écouté un autre podcast récemment où le physicien qui était invité expliquait le fait que les neutrinos soient arrivés avant les photons, vraiment simplement. Les photons voyagent en courbe, alors que les neutrinos voyagent en ligne droite. Du coup, la logique est bien respectée. La vitesse du neutrino est inférieure à la vitesse de la lumière. La distance parcourue par les neutrinos est inférieure à la distance parcourue par la lumière. À vérifier, je n'ai pas retrouvé la source, mais je vous tiendrai au courant. Oui, effectivement, Mhm. c'est une piste intéressante Ouais. aussi. Merci Guillaume, on se réjouit d'avoir la référence. Voilà. Donc c'est tout pour le moment sur ce dossier sur les neutrinos plus rapides que la lumière. Qui a fait couler beaucoup d'encre Ouais, et qui va manifestement. continuer à en faire couler, je Ah, pense. absolument, ouais. Sinon, alors encore quelques retours sur l'annonce de ton départ, Mathieu. C'est Vincent Le Breton qui nous dit: La voix et le regard hebdomadaire de Mathieu vont nous manquer. Et sa quote: Ces gros dossiers vont gagner un suspense insoutenable. Mathieu, reviens-nous de temps en temps, car il y a encore des dossiers d'astro-métaphysique qui sommeillent, et je voulais justement proposer ces domaines-ci d'exploration. Sciences politiques et sciences diplomatiques, à l'image du dossier de sciences économiques, très pédagogique. Ah oui, non, j'ai cru que je me lançais dans une grande énumération, mais en fait, c'était ça qui voulait proposer. Le duo Alan-Mathieu marche vraiment bien, dur, mais en même temps, en regardant de plus près cette seconde saison de Podcast Science, je pense que la multiplication des intervenants va donner une nouvelle dynamique intéressante. Bien à tous, Vincent. Merci. Et puis, on a une réaction de notre ami philosophe Loïc. C'était dans Facebook, du coup, j'ai oublié de la prendre en considération dans la présentation des témoignages de la semaine dernière, mais ça date de la première minute, où il nous disait: Bon vent à Mathieu. Si j'avais plus de temps et si je ne me savais pas aussi irrégulier dans le travail, je postulerais avec joie. Malheureusement, je suis ce que je suis. Une conclusion très philosophique. J'espère que le ou la successeur sera à la hauteur de Mathieu.
Ouais, j'aime bien le je suis ce que je suis. Voilà. Et puis bah juste pour information, donc on a parlé la semaine dernière d'Hélène Arnal qui va venir faire un tour d'essai. Alors pour information, on a un deuxième co-animateur dans les starting blocks. Il s'agit de Franck Patin qui va également venir faire un tour d'essai dans le podcast. Ce sera le 30 novembre. Il, en fait, il devait nous parler de la brevetabilité du vivant, mais quand il a découvert que tu avais déjà fait un dossier sur la question, il s'est dit qu'il allait passer à autre chose. Il a plein d'idées de sujets. Donc, il va nous parler du HIV, Ah. de la propagation du HIV. Et bah, si tout se passe bien, il nous rejoint également l'année prochaine. Bon, moi je trouverais bien aussi s'il peut faire un dossier sur les brevets sur le vivant, parce que moi j'avais plutôt parlé, il me semble, des brevets sur le génome humain. Mais si ça peut Oui, c'est vrai. s'étendre au vivant d'une manière plus générale, ça pourrait faire l'affaire aussi, ça pourrait être Ouais, intéressant. ouais, mais mon petit doigt me dit qu'il y reviendra une fois ou Ok. l'autre. Ouais. Mais cette fois-là, donc ce sera le HIV. Et puis, si ça se trouve, on a encore une troisième personne intéressée. On n'a pas eu l'occasion de se parler sur Skype encore. Mais donc, je pense qu'on va décréter solennellement maintenant que le recrutement est officiellement fermé. Ah, Si ben, on se retrouve avec 53 animateurs, ça risque d'être un peu compliqué. en tout cas, bon feedback, c'est cool, hein. Ouais, ouais, non, ça c'est vraiment très chouette. Ouais. On a eu, enfin, j'ai eu un instant de panique quand même quand tu m'as annoncé que tu quittais le podcast. Je me demandais si voilà, ça le remettait complètement en question finalement. Et puis on se rend compte que non, il a toutes les chances de continuer. Alors ce sera différent bien sûr, hein, mais ça va se poursuivre. C'est cool. Merveilleux. Yep. Tu voulais revenir sur un commentaire qu'a fait Xavier Agnès sur notre page Facebook? Oui, alors évidemment, il a touché un sujet qui me plaît, donc faut que je le reprenne. C'est un article publié sur Futura Science euh, qui parle de la valeur de la constante de structure fine. Alors j'en avais déjà parlé dans le dossier que j'avais fait sur les constantes fondamentales dans l'univers. Ouais, t'en avais même parlé avant en fait. J'ai fait ma petite enquête. C'était dans le troisième numéro de Podcast Science. T'avais parlé de la constante alpha. C'est bien ça, hein, la Ouais, constante alpha, c'est ouais, la, exactement. ouais, la constante de structure fine. Et alors en fait, cette constante de structure fine, elle commence à embêter pas mal de monde. Parce que, a priori, tout le monde pensait que une constante, c'est une constante. Ouais. Mais visiblement, elle changerait dans le temps et l'espace. Alors, juste deux, trois mots sur ce que ça veut dire, tout ça. Donc, tout d'abord, la constante de structure fine, c'est une des constantes fondamentales de l'univers. Et c'est celle qui régit l'intensité de la force électromagnétique. Donc, qui assure la cohérence des atomes et des molécules. Donc, juste pour rappel, il y a quatre forces fondamentales la force de gravitation, la force électromagnétique, l'interaction faible et l'interaction forte. Et la constante de structure fine, elle est directement liée à la force électromagnétique. D'accord. Alors, à ce jour, il n'y a aucune théorie qui explique pourquoi elle possède la valeur qu'elle a. Mhm. Mais on sait que l'univers serait très différent si cette constante prenait une valeur différente à celle qu'on observe. Par exemple, un petit pourcentage dans la valeur de la constante de structure fine, une petite variation, serait suffisant pour éliminer les étoiles comme le Soleil. Ah, Alors c'est pour ça qu'on l'a toujours considérée comme constante, parce qu'on a rendu compte qu'en variant un peu sa valeur, il y a tout qui fout le camp. Bon, on savait quand même déjà que sa valeur n'était pas la même dans un passé reculé de l'univers. Mais aujourd'hui, on va même plus loin, parce que les observations ont montré qu'en plus d'une variation dans le temps, c'est-à-dire une variation, pas la même valeur dans le passé, il existe aussi une variation dans l'espace. C'est-à-dire que lorsqu'on le regarde dans deux directions opposées de la voûte céleste, donc finalement dans deux directions du passé, le sens de variation de la valeur de cette constante est aussi différent. Dans une direction, sa valeur était plus faible dans le passé, et dans une autre, elle était plus forte. d'accord. Alors, j'avais aussi fait un dossier sur la théorie des cordes, donc ces théories d'unification de la physique. Donc, il y a des modèles d'unification justement qui introduisent des dimensions spatiales supplémentaires, donc comme la théorie des cordes dont j'avais parlé, qui induisent déjà naturellement des mécanismes de variation dans le temps et l'espace de la constante de structure fine. Donc, pour le coup,
c'est un bon point pour la théorie des cordes ou des théories comme ça qui sont aussi beaucoup critiquées parce que on peut pas les expérimenter. D'accord, mais donc elles avaient prévu ce phénomène-là qu'on Alors, observe aujourd'hui expérimentalement. ouais, alors concrètement, la théorie des cordes, oui, tient en compte une variation de la constante de structure fine dans sa théorie. D'accord, ok. Ça va en sa Donc, faveur. il y a aussi une zone d'habitabilité de la constante de structure fine. Donc, et puis là, on est pile au bon endroit. Eh ben, voilà, là, je ne sais pas, parce que si en regardant dans le passé, elle avait des valeurs différentes, c'est vrai que si sa valeur change, même de peu, on dit que les étoiles peuvent disparaître et l'univers tel qu'on connaît n'est plus possible, mais voilà, moi je sais pas, je crois que les scientifiques ils sont tous aussi sceptiques que moi et que toi, ils comprennent pas très bien pourquoi. Après avoir une zone médiane, ce serait celle dans laquelle on se trouve. Oh, je ne veux pas m'avancer là-dessus. Alors voilà. Je veux pas... Non, mais Ok. ça, on est on est dans la physique fondamentale, vraiment. Moi, je suis pas du tout spécialiste, donc avant de me faire allumer comme toi avec les jumeaux, je préfère ne rien dire. Bon, essayez, pas pu. Ok, sinon on a encore une dernière annonce à faire avant de passer à la quote et de conclure. Mathieu, Ouais, hein. on a reçu un message de Thomas Landrin qui nous dit que le fondateur du mouvement de biohacking Do It Yourself Biology, qui s'appelle Jason Bobb, sera à Paris pour une conférence publique demain, donc jeudi 3 novembre, à 19h. Et donc il parlera de Do It Yourself Biology et de Personal Genomics. Donc voilà, il nous met un lien pour ceux que ça intéresse, ceux qui veulent participer à la conférence. Deux petits mots sur qui c'est cette personne, Jason Bobb. Donc c'est l'executive director de personalgenomes.org et le directeur of community pour le Personal Genome Project, donc projet de génomique personnelle, qui est basé au laboratoire de George Church à la Harvard Medical School. Et le Personal Genome Project cherche à encourager le développement réfléchi de technologies et d'applications de la génomique personnelle en construisant des structures qui permettront leur prototypage et leur évaluation à des échelles toujours grandissantes. Et Jason Bobb est aussi le cofondateur donc, de doityourselfbiology.org. On mettra les liens pour ceux que ça intéresse. Une organisation qui vise à aider à rendre la biologie une poursuite utile pour les citoyens scientifiques et les biologistes amateurs. Et Do It Yourself Bio est devenu rapidement le point de référence pour les biologistes amateurs dans le monde entier, unissant les participants du mouvement à travers son site web, ses forums en ligne, son blog et ses groupes régionaux comme l'association La Paillasse en France. Voilà, c'est dit. Ok, ouais, c'est un drôle de nom d'association Pour du pour faire de la biohacking. biologie en do it yourself. Enfin, moi, je connaissais absolument pas tout ça. C'est drôlement intéressant. Mais une fois encore, on regrette de ne pas être à Paris parce que c'est donc demain, jeudi 3 novembre 2011 à 19h. Donc il vaut mieux être sur place. Ouais, moi c'est un truc qui m'aurait intéressé. D'ailleurs, je sais pas si Xilrian, qui a parlé au début de son podcast sur la vie artificielle, va aborder ces sujets. Euh, Parce que bon, on peut y trouver un peu un lien. Hein. Le biohacking, ça peut amener des molécules un peu bizarres. Ouais, Le- peut-être. Enfin bon, on verra s'il en parle. Ouais, Donc voilà, on arrive au bout là. Ah, je vois absolument. qu'il nous a envoyé un petit message, il nous dit oui, oui, Ah bah David, il va en parler. donc Xilrian, si tu veux revenir nous en toucher un mot, maintenant t'es le bienvenu. Ah, est-ce qu'il Non, pas est de David, pas de David? Bon, bah pas de David. on Bon, l'écoutera sur son podcast quand il nous parlera du biohacking. Ah, ok. Ah ouais, on a un message, je trouve plus le bouton pour remettre le son. Bah voilà, ça c'est la faute à Skype qui change d'interface toutes les 2 semaines. donc Ok, voilà. d'accord. Bon bah écoute, on est arrivé au moment de la quote. Alors, exceptionnellement, tu as eu de la chance cette semaine. Hein. Ouais, alors effectivement, pour la première fois, j'ai eu le droit de voir la quote en primeur,
parce que tu as l'intention de me la faire traduire, et puis c'est vrai qu'à la volée, ça aurait quand même été un peu hard. Alors, ouais, effectivement, donc c'est une quote de Richard Feynman. Alors, je vais la dire en anglais. It is much more likely that the reports of flying saucers are the result of the known irrational characteristic of terrestrial intelligence than of the unknown rational efforts of extraterrestrial intelligence. Ouais, bah, j'apprécie beaucoup que tu ne m'aies pas fait traduire à la volée, Ouais, non, celle-là. parce que moi j'ai de la peine à la lire en anglais. Alors c'est Donc notre ami Richard Feynman nous dit: il est bien plus probable que les observations de soucoupes volantes soient le résultat de caractéristiques irrationnelles connues d'intelligence terrestre, plutôt que d'efforts rationnels inconnus d'intelligence extraterrestre. ouais. À Ouais. méditer. Ouais, faut bien interpréter ce qu'il dit, hein, mais bon, du coup, cette quote, ça me permet d'enchaîner à nouveau une nouvelle fois les trolls et les soucoupes volantes. Voilà, ce sera pas dans les commentaires de Podcast Science pour cette émission. Mais bon, voilà. Je sais pas, tu veux rajouter quelque chose? Non, rien à rajouter. Sur une quote aussi magnifique, on ne peut que conclure. Donc on se retrouve la semaine prochaine. Ok, très Magnifique, bien. bah, bonne semaine. Bonne À semaine. bientôt. Ciao. Ciao, ciao.